ce Neurolive de Noël sur la dépression. Bonsoir Vincent. Bonsoir Gabriel. J'espère que vous allez bien. Du coup c'est bon, hein. Merci d'avoir attendu 1 heure hein, pour que du coup j'arrive. Merci à toi aussi Vincent d'avoir attendu. On a eu le temps de se mettre en costard cravate depuis pour ce Neurolive. On va le regretter. On va le regretter, mais peut-être que d'ici quelques années on en rigolera. Vous pourrez de toute façon, là vous avez 1 heure pour admirer le t-shirt de Vincent, extraordinaire, plus ce qu'il a sur la tête. Mais ça de toute façon apparemment tu les as toujours. Hein, non mais ça fait 10 ans que je les ai. Exactement. Je reçois des patients à tu reçois Noël. les patients comme ça, mais forcément. Je suis un peu la Maria Carré de la psychiatrie, tu sais, c'est qu'à partir du 1er janvier j'ai le sapin de Noël et j'ai les trucs sur la tête. Mais moi en fait du coup ça me permet en fait d'entendre beaucoup mieux. Mais tu es beaucoup plus crédible comme ça. Merci. Bah c'est normal, c'est comme ça, hein, c'est comme ça que c'est fait. D'ailleurs on prendra le temps comme ça hop de descendre un peu pour que tout le monde voit. Donc ce soir le thème c'est la dépression et donc Vincent va comme d'habitude nous faire part de son expertise et de tout son savoir sur ce thème. Je poserai quelques questions que évidemment je n'ai pas préparées. Et puis du coup, vous-même, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, à partager. Là, je suis en train de regretter du coup le fait de dire de partager à cause de l'accoutrement. Mais c'est pas grave, partagez si ça peut être utile du coup à un maximum de personnes. C'est tant mieux, c'est avec plaisir et c'est pour ça qu'on fait le Neurolive. C'est parti. Alors, on a pris cette thématique de la dépression. On va bien évidemment galérer pendant 1 heure parce que la dépression, c'est vaste. C'est peut-être la thématique qui a le plus agité la psychiatrie et la psychologie depuis peut-être 100 ans ou 200 ans. C'est un gouffre à expliquer la dépression. Mais en même temps, il faut qu'on en parle parce qu'il y a plein de gens qui suivent le Neurolive, il y a des parents d'enfants malades, il y a des gens qui sont eux-mêmes malades, qui sont peut-être soignés pour dépression. Donc c'est une thématique qui est importante et qu'il fallait qu'on traite à un moment. La dépression, c'est quoi? La dépression, si on reste dans le cadre des classifications psychiatriques, c'est un truc absolument énorme qui va rentrer dans ce qu'on appelle les troubles de l'humeur. Dans le DSM, la classification du DSM, on a ce qu'on appelle les troubles de l'humeur. Et à l'intérieur des troubles de l'humeur, on a ce qu'on appelle l'épisode dépressif majeur, qui a changé de nom maintenant, qui s'appelle l'épisode dépressif caractérisé dans la nouvelle version du DSM. Et l'épisode dépressif majeur, c'est ce qu'on va appeler la dépression, la belle grosse dépression qui fait que tu ne peux plus te lever le matin, que tu risques de retrouver sous médicaments et que tu peux en effet te retrouver en arrêt maladie pendant pas mal de temps. Cet épisode dépressif majeur ou cet épisode dépressif caractérisé, il faut qu'il dure minimum 2 semaines dans les classifications. Donc si tu es déprimé depuis 3 jours, c'est pas une dépression. C'est ce que tu veux, mais c'est pas une dépression. Pourquoi 15 jours? C'est un peu arbitraire. Parce qu'il fallait bien qu'on puisse définir quelque chose. C'est un peu comme la thyroïde, c'est un peu comme tout ce que tu veux. Il faut qu'il y ait une note seuil pour pouvoir parler. Quelqu'un qui est déprimé depuis 14 jours ou 13 jours, on ne va pas l'embêter à 2 jours près. Mais l'épisode dépressif majeur, il faut que vous soyez déprimé depuis minimum 2 semaines, c'est-à-dire humeur triste, absence totale d'envie, même sur les choses qui t'intéressaient avant, pas d'émotions positives, tu te traînes, tu n'as pas d'énergie, tu n'as plus de motivation. Ça, c'est les 3 symptômes principaux. La tristesse, le manque d'envie, le manque d'émotions positives et l'absence d'énergie, tu n'as plus de batterie. C'est les 3 symptômes de base pour dire que tu es déprimé. Alors est-ce que du coup déjà ces 3 symptômes de base, tu peux un peu plus rentrer en détail parce que finalement en fait comment on définit la tristesse? C'est quoi en fait être triste? Alors c'est vrai que c'est subjectif, hein. On n'a pas d'unité de mesure de la tristesse, on ne peut pas faire une prise de sang de la tristesse. La personne va sentir qu'elle a les larmes aux yeux faciles, qu'elle sent qu'elle va être hyper envahie par des ruminations. Elle va commencer à ruminer le passé, tout est un échec, là tout de suite c'est un échec, ça n'évoluera jamais, le futur est complètement bouché, c'est l'impasse, et il y a une vraie émotion de tristesse. Okay. Tu es plombé par cette impression de tristesse, c'est l'émotion qui va dominer toute la journée. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'émotion positive, même un truc qui t'intéressait il y a encore 2 jours, ça ne t'intéresse plus. Tout ce qui te donnait envie de te lever le matin, ça ne marche plus. Donc tu es vraiment un peu comme les oiseaux qui sont pris dans la marée noire, tu en as partout sur les plumes mais tu ne peux plus t'envoler. Il y a d'autres symptômes qui vont se rajouter, à savoir la perte d'appétit ou subitement l'augmentation de l'appétit, des insomnies ou au contraire de l'hypersomnie, des problèmes cognitifs de concentration. En fait, il y a une myriade de symptômes qui vont accompagner cette dépression, donc cet état dépressif majeur ou caractérisé. Ça, c'est la dépression la plus basique. Pourquoi je voulais qu'on fasse un Neurolive, toi et moi, sur la dépression? Parce que quand on va voir un psychologue ou un psychiatre et qu'on se retrouve avec un diagnostic de dépression, bah, c'est cool. En même temps, on le savait. On n'avait pas vraiment besoin d'aller voir un psychologue ou un psychiatre pour qu'ils me disent « Ah bah écoutez, maintenant j'ai un peu tout vérifié, bah, vous avez une dépression. » Bah merci, je me suis pété le doigt, j'avais pas besoin que tu me dises que mon doigt est pété, j'avais deviné, mon doigt était pété. Moi, ce qui m'intéressait vraiment dans ce Neurolive, c'est qu'est-ce qui peut faire qu'on va tomber en dépression.
Et c'est ça qui est tout l'intérêt, je pense, de ce neurolife de ce soir, c'est qu'il y a 1000 raisons de tomber en dépression. C'est-à-dire que quand tu vas chez quelqu'un et qui te dit vous êtes en dépression, cool. Mais là, c'est le début des difficultés, c'est le début des emmerdes. Parce que tu peux être déprimé parce que tu viens de perdre ton travail, tu peux être déprimé parce que tu as la thyroïde qui marche pas bien, tu peux être déprimé parce que tu développes un trouble bipolaire, et là, malheur à toi si on n'a pas vu que tu avais un trouble bipolaire, tu peux être déprimé parce que j'en sais rien, tu viens de choper la maladie de Lyme, et peut-être qu'elle a commencé à attaquer ton corps, tu peux être déprimé parce que tu commences à développer une sclérose en plaques, tu peux être déprimé parce que chez certaines personnes âgées, tu vas commencer une entrée en Parkinson ou Alzheimer, tu peux être déprimé parce que, en fait, c'est ça le problème, c'est que quand tu vas rencontrer un médecin pour dépression, déjà ça va prendre je sais pas combien de rendez-vous, pour arriver à identifier quel est le type de dépression que tu as. Parce que dépression, parce que ton couple vient de voler en éclats, ou parce que tu viens de perdre ton travail, ou parce que machin est décédé, c'est des dépressions réactionnelles. Souvent, ces dépressions, après, il y a des gens qui peuvent descendre extrêmement bas et aussi être suicidaires, mais ces dépressions, naturellement, il va y avoir un processus de deuil. Est-ce qu'il faut vraiment donner des médicaments dans ce cas-là? Oui ou non? Le débat, il n'est pas tranché. Mais enterrer quelqu'un et être déprimé, c'est normal. D'ailleurs, dans les classifications de DSM, si tu enterres quelqu'un, on ne dira pas que tu es en dépression, on dira que tu es en travail de deuil. Par contre, si ce deuil commence à prendre des mois et des mois, là on peut parler de deuil pathologique, tu peux en effet faire une dépression, c'est en train de se casser la gueule, faire une dépression par-dessus ton deuil. Tu viens d'être viré de ton travail, tu as toutes les raisons d'être déprimé. Tu n'as plus de stabilité financière, tu peux perdre ton appart, tu peux rester des mois, voire des années au chômage, tu peux très bien, si tu as 50 ans, être sur un siège éjectable, ne jamais retrouver du travail, tu as toutes les raisons de déprimer. Mais après, derrière, tu vas avoir des dépressions qui vont tomber comme ça d'un seul coup, il n'y a pas de déclencheur. Et ça, tu le vois toi dans ta pratique, je le vois dans ma pratique, tu as des gens qui disent, je me suis levé un matin, j'étais complètement déprimé, et j'ai jamais su pourquoi. Et parfois, ils vont en être à la 2e ou 3e dépression de l'année, avec parfois des pensées suicidaires. Là, tu te dis, est-ce qu'on est dans la même dépression? On était dans un autre registre radicalement complet de dépression. Justement, en fait, c'est ça, parce que moi, j'ai l'impression que dans le langage courant, finalement, on dit assez facilement, ah, il est déprimé, oh là, il est en train de traverser une dépression. Mais alors, déjà, est-ce que c'est exactement la même chose? Lorsqu'on parle de déprime, lorsqu'on parle de dépression, lorsqu'on parle d'un état dépressif, tout ça, est-ce que finalement c'est la même chose? Ou alors non, il y a vraiment en fait une différence entre tout ça? Voilà, le mot déprime, il n'existe pas en psychiatrie. Mais la déprime, ce serait un peu une dépression qui est entre deux eaux. T'es pas vraiment bien, t'es pas non plus super déprimé, t'es entre deux eaux. C'est ce qu'on appelait avant la mélancolie, qu'on appelle aujourd'hui l'état dysthymique. Maintenant, ça m'arrive moi aussi quand je vois certaines patients de dire, bon, en ce moment, vous êtes déprimé. Oui, parce qu'on ne va pas dire vous êtes dépressionné. Donc, ouais, c'est un mot que nous aussi, on va être amené à utiliser. C'est quoi l'intensité d'une dépression? Pareil, c'est très subjectif, tu vois. Entre une dépression légère et une dépression sévère qui va demander une hospitalisation, c'est un gouffre, la dépression. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, vraiment, ce qui est important pour les gens, c'est que si vous vous retrouvez avec un diagnostic de dépression, il faut que vous soyez capable, avec le médecin qui vous reçoit ou le psychologue, d'identifier le pourquoi du comment. Pourquoi vous êtes tombé en dépression? Pourquoi vous êtes tombé en dépression? Ça, c'est capital, c'est tout le but de l'anamnèse. Et pourquoi vous êtes encore en dépression aujourd'hui? Quelqu'un qui, par exemple, est en dépression, il est sous antidépresseur depuis 6 mois et il va pas mieux, là, il y a quand même un problème. Parce qu'au bout de 6 mois, c'est plus une dépression réactionnelle à un divorce ou à un décès ou n'importe quoi. Si la personne est sous antidépresseur et continue à être déprimée, on renvoie les gens vers le neurolife qu'on avait fait sur les troubles bipolaires, c'est pas normal. Tu devrais au bout d'un moment aller mieux sous antidépresseur. Donc du coup, qu'est-ce qui provoque que tu ne vas pas mieux? Peut-être parce qu'il y a une erreur de diagnostic, ou peut-être parce que l'antidépresseur il n'est pas assez puissant, ou peut-être que tu fais la prise en charge avec ton médecin, avec l'antidépresseur, mais derrière toi tu as des comportements qui vont à l'opposé du médicament, c'est-à-dire que toute la journée tu rumines, et comme tu rumines, tu maintiens ta dépression, ou alors toute la journée tu es à la maison. Donc comme tu sors pas, tu t'actives pas, tu n'arrives pas à stimuler ton cerveau, c'est ce qu'on appelle l'activation comportementale. Et c'est vrai que quand quelqu'un est déprimé, la base de la base de la base en thérapie, c'est est-ce que vous êtes capable de vous lever le matin, prendre une douche et au moins, je sais pas, marcher 10 minutes dans la rue ou faire votre vaisselle de la veille. Mais il faut qu'on puisse restimuler les neurones, sinon la dépression ne pourra pas sauter. Donc c'est ça qui est très compliqué. Quelqu'un qui a un trouble bipolaire sévère, très honnêtement, tant que le traitement n'est pas adapté, c'est même pas la peine d'espérer qu'il y ait quoi que ce soit qui se mette en place. Donc déjà en fait, déjà identifier donc la dépression. Déjà en fait savoir si la personne est en dépression ou pas. Comme tu dis, comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi finalement en fait cette personne-là a développé une dépression. Qu'est-ce qui a amené à ce qu'il y ait donc une dépression. Et alors est-ce que du coup on pourrait dire qu'il y a finalement en fait des dépressions qui vont être naturelles,
comme tu dis. Parce que justement, on vient de traverser une épreuve difficile, parce que, bon, bah voilà, bon, tout ce qui va concerner par exemple le deuil, ou bref, en fait, il y a 15 000 raisons qui peuvent amener à ce qu'une personne, à un moment donné, donc, développe une dépression. Est-ce qu'on peut se dire que il y a une dépression qui va être, entre guillemets, normale, parce que justement, c'est un état réactionnel, mais si ça dure trop longtemps, à ce moment-là, du coup, ça devient vraiment, vraiment compliqué. Être déprimé avec des gros guillemets quand t'enterres quelqu'un, c'est normal, mais là on dira que tu fais ton travail de deuil. Par contre, si ça fait 6 mois que tu n'arrives plus à sortir la tête du trou, on n'est plus dans un processus de deuil. Parce que le deuil, c'est quoi? C'est ton cerveau qui est en train de digérer naturellement ce qui vient de se passer. Donc le cerveau, c'est un estomac. Il est en train d'intégrer l'information, il est en train de faire en sorte que tu vas naturellement remonter. Donc on est tous censés remonter d'un deuil. Il y a des gens qui ne remontent pas du tout. Et ce qui est toujours intéressant, c'est pourquoi il y a des gens qui ne remontent pas. On a des patients parfois, ils disent bah, ça fait 2 ans, je ne me suis jamais remis de la mort de quelqu'un. Pourquoi 2 ans? C'est 1 an et 9 mois de trop, ou 1 an et 6 mois de trop. Qu'est-ce qui se passe? Il rumine. Il regarde les photos de la personne tous les jours, ou il ne veut pas en entendre parler, il n'a toujours pas été au cimetière voir la pierre tombale. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne est encore déprimée? Mais je vais donner un exemple tout bête, pour voir à quel point la dépression c'est vicieux. Je me rappelle d'une patiente il y a facilement 10 ans. Elle était envoyée par une copine qui me dit voilà, ma voisine de palier, c'est une super bonne copine, ça fait 10 ans qu'elle est en dépression, elle a 3 antidépresseurs et elle est au fond du trou. Une femme qui avait 60 ans. Moi je reçois cette femme qui a 60 ans, 3 antidépresseurs par jour, je me dis quand même, c'est pas normal. Et elle était dans un état catastrophique parce qu'en fait elle avait vu son petit-fils d'une vingtaine d'années qui avait été assassiné. En fait, il y avait 2 groupes qui se sont retrouvés, des gangs d'une ville. Le gamin, il est passé entre les deux et c'est lui qui s'est tout pris. Bref, et elle l'a vu sur son lit de mort. Et l'image est restée bloquée dans son cerveau. Moi, je vois ça, je me dis, ok, est-ce que c'est un état traumatique qui provoque qu'elle est déprimée? Et à ce moment-là, il faut une prise en charge traumatique. Mais en même temps, elle a 3 antidépresseurs. Et tu vois un truc aussi basique de thyroïde qui n'a jamais été pris en compte. Elle avait un problème c'est la thyroïde qui a provoqué qu'elle était déprimée. Dès qu'elle a été prise en charge pour la thyroïde, l'état dépressif a sauté super vite. Donc, il y a tout qui peut provoquer que tu vas pas bien. Là, j'ai discuté avec un ami il n'y a pas très longtemps, sa mère développe un état dépressif un peu atypique, c'est une entrée en sclérose en plaques. Et on n'aurait jamais imaginé que c'était une entrée en sclérose en plaques, tu vois. Mais tout comme on va découvrir dans les prochaines années, là je vois par exemple on est en train de parler de la maladie de Lyme de plus en plus. On n'y connaît pas grand-chose encore, mais il y a combien de personnes qui vont peut-être avoir des genres de formes dépressives à cause de parasites, d'infections et compagnie, tu vois. On n'en sait rien. Et c'est pour ça que, et c'est ça, je pense, le seul point à retenir de cette vidéo, indépendamment de nos t-shirts et compagnie, c'est qu'on ne pourra pas poser un diagnostic de dépression en 15 minutes. On va voir un médecin qui dit, vous êtes déprimé, dans 15 minutes, je te donne un médicament. Non, sûrement pas. Parce qu'il y a un truc qui est très important, moi je suis un peu obsessionnel de ça. Et je pense que je ne retournerai pas ma veste dans 20 ans. Un patient qui vient me voir sera bipolaire jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi? Il vaut mieux partir du principe qu'il est bipolaire, lui faire passer des échelles, plutôt que partir du principe qu'il ne l'est pas et massacrer le patient avec des médicaments qui ne sont pas adaptés. Mais tout comme on peut partir du principe qu'il n'y a pas de psychologie tant qu'on n'a pas investigué le biologique. Chez une personne qui a 15-20 ans, on ne va pas investiguer la thyroïde par exemple, mais une femme de 50-60 ans, il faut investiguer la thyroïde. Tu reçois un patient qui fait 100-130 kilos, investigue les apnées du sommeil. Parce qu'il y a un moment, les apnées du sommeil, elles vont forcément jouer là-dedans, tu vois. Toi, tu reçois des enfants, tu sais très bien, tu étais en conférence ce matin, qu'il y a des comorbidités ou des pathologies qui vont ensemble. Il y a des pathologies, tu dois impérativement aller voir s'il n'y a pas un autre truc à côté, parce que statistiquement, on sait que ça va souvent ensemble. Et là, on peut rater complètement le coche sur des choses comme ça. Donc moi, sur une personne qui commence à avoir plus de 50 ans, je vais me méfier des hormones. Je vais me méfier des apnées du sommeil, je vais me méfier de la thyroïde. Chez quelqu'un qui commence à résister aux antidépresseurs, est-ce qu'il n'y a pas un trouble bipolaire qui a été mal diagnostiqué? Et ça, les troubles bipolaires, c'est le plus gros massacre de la psychiatrie. Et là, tu sais, on avait fait ce neurolive sur les troubles bipolaires il y a quelques mois, et j'avais parlé d'une étude, mais comme les gens ne vont pas forcément revoir tous les neurolives, j'aimerais juste qu'on prenne 2 minutes pour reprendre cette étude. Cette étude, elle date de 2009, c'est l'étude de Antouche, Azorin et Lancrenon, qui avait été faite, j'ai mon petit post-it parce que je ne me rappelle jamais, sur 2396 patients. Et je t'avais posé la question, et je t'avais collé, mais là tu as le résultat, sur 2396 patients qui viennent pour dépression résistante, donc ils ont des antidépresseurs mais ils restent déprimés, ou dépression, donc ça s'appelle les dépressions réfractaires, ou dépression récurrente, ils en sont à leur 3e dépression dans l'année.
Combien étaient des bipolaires qui étaient passés entre les mailles du filet? Oh là là, tu te rappelles pas. Alors là, comme ça, je vais te dire à peu près 60%. À 60%. Et c'est ça qui est quand même dingue. C'est fou. Cette étude, elle avait été menée sur 2396 patients chez 623 médecins. 623 médecins généralistes ou psychiatres. Tu as 60% des patients qui sont des bipolaires et qui sont passés entre les mailles du filet. Donc, on pourra dire qu'on est complètement obsessionnel sur la question des troubles bipolaires, mais on ne pourra jamais dire que c'est surdiagnostiqué, que c'est à la mode. Il y a 2009, on avait encore 60% des patients bipolaires qui n'étaient pas considérés comme bipolaires et qui font des hospitalisations, qui font des tentatives de suicide, qui se retrouvent en affection longue durée et qui sont handicapés par leur maladie et qui sont surhandicapés par les médicaments qu'on leur donne et qui peuvent rester 10 ans sur le canapé d'un psy à s'interroger sur leur naissance, leur trauma, leur Oedipe et compagnie, mais derrière ils n'ont juste pas le bon médicament. Donc si sur ce point, et en plus moi c'est mon expertise, si sur ce point on est déjà dans la merde, je te raconte même pas sur le TDAH, sur la thyroïde et compagnie. Donc en gros, perdez du temps. 15 minutes, ça n'est pas assez pour avoir un diagnostic. Il faut remplir des questionnaires, il faut investiguer. Pourquoi je suis tombé en dépression? Pourquoi je n'en sors pas? Il y a forcément quelque chose qui justifie. Il n'y a pas que les antidépresseurs. Il y a des patients qui ne marchent pas sous antidépresseurs, qui marchent avec des médicaments qui stimulent plutôt la dopamine. Il y a des gens, tu vois bien, qu'on va utiliser des thymorégulateurs ou des antiépilétiques. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même fonctionnement au niveau du cerveau. Donc en gros, les gens aujourd'hui qui ne vont pas mieux, partez du principe que le diagnostic n'est pas bon. C'est une dépression, mais comme il y a 1000 portes d'entrée dans la dépression, une dépression qui est mal soignée, c'est un état dépressif qui n'est pas aujourd'hui le bon diagnostic, c'est autre chose. L'importance de revenir sur le parcours, le développement de chaque patient et d'investiguer, comme tu dis, pour vraiment savoir qu'est-ce qui pourrait amener en fait à cette dépression. Alors justement, par rapport aux médicaments, parce que du coup, donc, ça c'est pareil, c'est l'un des médicaments, on va dire, une forme de médicament les plus connus, les antidépresseurs, ça c'est pareil, c'est limite de rentrer dans le langage courant. Bon, toi de toute façon, voilà, tu préconises pas de médicaments. Ah mais, non, tu prescris pas de médicaments, mais est-ce que ça vaut le coup d'être vraiment suivi et un suivi régulier lorsqu'on prend des antidépresseurs? Alors normalement, que ça soit un psychiatre, il est censé te donner des rendez-vous assez souvent, et un médecin généraliste qui te fait des renouvellements comme ça sans vraiment te voir. J'ai rien contre les généralistes, je les adore, ils font un gros travail, mais les généralistes ne sont pas formés à la psychiatrie. Aujourd'hui, on a quand même un problème, c'est qu'il y a des régions entières où il n'y a pas de psychiatre, ou alors ils sont débordés, ils ont des listes d'attente longues comme le bras, donc les gens sont obligés d'aller chez leur médecin généraliste. Sauf que le généraliste, c'est pas son travail. Le généraliste se retrouve à gérer des psychotropes, c'est pas son travail. Et lui, il fait son boulot et il te reçoit. Déjà, c'est vachement bien qu'il y ait des psychiatriques, des médecins généralistes qui fassent l'effort de recevoir des patients toxicomanes ou ce que tu veux, mais c'est pas leur taf, c'est pas leur travail. Donc, ils sont dans une situation d'impuissance, de méconnaissance, et le patient, il va payer les pots cassés. S'il faut peut-être 1 heure et demie ou 3 ou 4 rendez-vous à un psychiatre pour identifier le problème, tu peux pas demander à un généraliste en 10 ou 15 minutes de t'aider sur ça. Tu vois? Et puis les généralistes, ils vont être un peu frileux parce qu'ils ne vont pas forcément assurer le service après-vente derrière. Donc pour moi, clairement, il faut perdre du temps. Pourquoi on est tombé en dépression? Et surtout, un autre truc qui est très important aussi, dans la majorité des cas, quand tu développes une dépression, tu vas chez un médecin, il te dit qu'est-ce qui vous amène? Ah bah je suis déprimé. Ok. Et tu vas parler de ton état là depuis 2-3 mois. Personne ne te posera jamais la question, vous avez déjà fait des dépressions les années précédentes? Là, vous avez quel âge? 45 ans. Vous pouvez me raconter depuis que vous avez l'âge de 14 ou 15 ans? Ils n'investiguent pas les hypomanies, ils n'investiguent pas les tentatives de suicide, les traumatismes sexuels, tout ce que tu veux. Donc en fait, on va te soigner pour ton état actuel, mais cet état actuel n'est pas remis dans le contexte de la totalité de ton parcours de vie. Mais là, tu passes complètement à côté. Et l'étude dont je parlais tout à l'heure de 2009, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis l'échelle d'hypomanie dans la salle d'attente, et en fait, il n'y a pas de mystère. Quand ils ont une hypomanie, c'est-à-dire un pic d'excitation, bah forcément, ils redescendent après. Donc, c'est en investiguant l'hypomanie qu'on a compris qu'ils étaient bipolaires. Les patients disent « Je n'ai jamais vu cette échelle de ma vie ». Parfois, c'est la première fois de leur vie qu'ils la remplissent. Donc, il faut qu'on utilise des questionnaires. Il faut qu'on prenne le temps, qu'on perde du temps. Moi, j'ai des patients, ça fait 2-3 ans que je les suis, ça ne marche pas. Je dis « Mais pourquoi ça ne marche pas ?» Parce qu'ils viennent pour une dépression. On va mettre des antidépresseurs, par exemple. Après, on dit peut-être que c'est des troubles bipolaires. C'est pas non plus les troubles bipolaires. Alors, c'est peut-être les apnées du sommeil. C'est pas non plus les apnées du sommeil. C'est pas la thyroïde. Puis d'un seul coup, tu dis, ah bah oui, mais en fait, il y a une carence, moi j'en sais rien, par exemple, il y a une carence abandonnique infantile qui est là, et en fait, ce sont des patients qui sont profondément traumatisés. Alors il y a d'autres qui te diront, tout est traumatisme. On a plein de patients qui viennent avec des profils dits borderline, traumatisés,
Puis bizarrement, les patients, ils sont méga bien sous thymorégulateur. Tu te dis, mais alors oui, ils peuvent rester 10 ans dans une prise en charge pour borderline. En fait, ils ne sont pas du tout borderline, ils ont un trouble de l'humeur. Donc, il faut aller voir des gens dont c'est l'expertise. Et il faut, pour moi, on ne devrait pas accepter d'être reçu 15 minutes sans avoir passé des questionnaires, sans avoir passé un entretien d'anamnèse et sans avoir tout repris. La réactivité à l'alcool aussi. Quelqu'un qui devient complètement super excité sous alcool ou qui devient violent sous alcool ou qui est méconnaissable sous alcool, déjà, c'est pas très compatible avec un tableau dépressif classique. Quelqu'un qui est hyper agité, en ébullition, en dépression, c'est pas normal. Quand tu es en dépression, tu es censé ne plus avoir d'énergie. Pourquoi il y a des gens qui ont une ébullition du cerveau ou qui sont en mouvement alors qu'ils sont en dépression? C'est pas cohérent non plus. Donc il faut se méfier de ces tableaux comme ça, où tu as l'impression que ce qu'on appelle les états mixtes, où ils sont dépressifs, et bizarrement ils sont volcaniques, cocktail Molotov, lion en cage, ou alors ils sont super excités, mais ils sont dépressifs. Il faut se méfier quand même de ça. La dépression aujourd'hui, la probabilité que tu fasses une dépression simple, moi j'y crois pas des masses. Ouais. C'est forcément quelque chose. Moi je trouve que côté, de manière générale, une dépression ça pue. Donc partons du principe que ça va être un truc atypique. Et il vaut mieux partir du principe que ça va être un truc atypique. Ok. On regarde un peu les questions? Exactement, c'est ce que j'allais te proposer. Parce que là, pour le coup, il y a quand même pas mal de questions. Alors, est-ce que tu veux refaire? Il y a beaucoup de gens. Tu veux choisir des coucous? Allez, c'est parti. Je vais faire des coucous à plein de gens. Comme ça, ils seront heureux et ils auront moins de dépression dans leur vie. Vas-y. Hop. Allez, hop. On va passer 20 minutes à dire bonjour aux 3572 personnes. Ouais, j'ai pas envie. Qui sélecte? J'ai pas envie. Voilà. Bon, on va peut-être ça. Alors, les questions. Comment dépister une dépression chez l'enfant? Alors, sa bonne question, je ne sais strictement rien. Et alors, il y a des échelles de dépression chez l'enfant, il y a des échelles de manie et de cyclothymie chez l'enfant. Mais moi, vraiment, j'ai des enfants pour les troubles anxieux, je ne reçois pas les enfants pour dépression. Donc, je ne peux pas répondre à cette question, je n'ai aucune expertise de la dépression chez l'enfant. Le peu que je sais de la dépression chez l'enfant, c'est que l'enfant, il peut être complètement mutique, il peut être en retrait, il peut avoir des crises d'angoisse. Souvent, l'angoisse un peu mal foutue, un peu généralisée, ça peut être une porte d'entrée de la dépression chez l'enfant, mais l'enfant, il peut aussi avoir des comportements extrêmement colériques, extrêmement irritables, et on sait que la violence infantile, c'est souvent une porte d'entrée dans la dépression. Donc ça répond aussi à Fanny, les troubles du comportement comme la colère et la violence sont aussi très souvent une porte d'entrée dans la dépression. Mais c'est ça le problème, c'est que ça peut aussi être la porte d'entrée dans un TDAH, bien sûr. Et ça peut aussi être la porte d'entrée dans autre chose. Donc la violence de l'enfant, ça peut être tout. C'est pas spécifiquement dépressif. Un problème au niveau du comportement peut effectivement cacher quand même pas mal de choses. Effectivement. Après, toi, tu es beaucoup plus habitué aux enfants. Qu'est-ce que c'est que la dépression de l'enfant? Alors moi, je vais te rejoindre en fait dans le fait de dire que généralement, il va y avoir une maladie ou un trouble qui peut amener derrière à développer une dépression. Mais ça, de toute façon, que ce soit chez l'enfant, l'adulte ou la personne âgée. Typiquement, la personne âgée, il suffit simplement qu'elle ait des problèmes, par exemple, pour entendre, et ne serait-ce que ça va amener en fait à un état dépressif. Parce que en fait, elle sera totalement fatiguée, épuisée de ne pas pouvoir entendre ce que les autres sont en train de dire. Pareil, alors du coup là tu reprenais l'exemple du TDAH, et effectivement du coup ça a été évoqué ce matin lors de la conférence. L'enfant par exemple, le TDAH, lui, généralement en fait ce qu'on observe, c'est que donc il n'est pas capable de pouvoir contrôler ses gestes, hein. Il y a une impulsivité, que ce soit motrice ou au niveau de la pensée, et généralement il regrette, en fait il fait quelque chose, c'est comme si là, j'ai envie de goûter. C'est inadapté. Tu es complètement TDAH. Et puis voilà. Du coup, il n'arrivera pas en fait à contrôler forcément tous ses gestes. Il va y avoir de l'impulsivité. Et puis en fait, on va lui dire pourquoi tu fais ça? Et en fait, il va dire vraiment je ne sais pas. Et en fait, on va le sentir vraiment peiné. Et du coup, à force d'avoir par exemple un feedback négatif de la part de l'adulte ou des autres, par exemple, je sais pas, des camarades de classe, de toute façon, en fait, il va y avoir une forte chance qui, du coup, développe une dépression. Et même ce matin, en fait, on parlait carrément de suicide, parce que là, il y a quand même plus d'enfants, en fait, TDAH, on va dire, qui se suicident à cause du trouble. Donc, c'est ça, en fait, qui développait, on va dire, la dépression. Plein de gens à faire coucou. En clair, il faut aller par élimination. Il faut perdre du temps. Bonjour à vous tous et merci pour vos émissions. Quels sont les signes d'une dépression chez une personne d'une soixantaine d'années? Peut-on tomber en dépression en ayant la nostalgie du passé, même si on est satisfait du présent? De manière générale, moi j'ai l'impression que le cerveau,
il n'est pas censé s'occuper du passé. Quand tu commences à avoir un cerveau qui boucle sur le passé, pour moi, c'est inhérent à un état dépressif. C'est parce qu'on tombe en dépression qu'on commence à boucler sur le passé. Et la dépression de la personne âgée, enfin 60 ans, c'est pas âgé, mais une femme de 50 ans, elle peut commencer à tomber en dépression parce qu'elle va rentrer en ménopause. Il y a plein de problèmes hormonaux. Souvent, tu commences à les mettre sous hormones, tu commences à avoir des opérations, etc. Et il y a plein de femmes de 40-45 ans qui vont subitement commencer à tomber en dépression parce qu'elles rentrent en ménopause. Tu peux avoir des débuts de démence et des pathologies Alzheimer, Parkinson qui vont arriver à 60-70 ans, qui sont aussi des entrées en dépression. Donc entre la dépression de l'enfant qui est hyper atypique et la dépression de la personne âgée qui est hyper atypique, la dépression la plus classique, c'est la dépression des gens entre 20 ans et 50 ans. C'est ça le tableau qu'on connaît plus. Donc une femme de 60 ans, elle peut tomber en dépression pour la thyroïde, pour les hormones, pour n'importe... Mais parce qu'elle est désinsérée, parce que son mari est mort, parce qu'elle fréquente moins ses amis. Mais le fait de commencer à être nostalgique, en effet, c'est très souvent dépressif. On n'a pas parlé des variations saisonnières. Ça, les variations saisonnières, alors tu verras des gens qui disent oui, il faut les prendre en compte, c'est hyper important. Des gens qui diront mais n'importe quoi, c'est une invention. Dans mon cabinet, on est quand même spécialisé dans les troubles de l'humeur, mais c'est une évidence qu'on a des dépressions saisonnières. C'est une évidence. Les patients qui ont des troubles de l'humeur, qui sont soignés depuis des années pour des troubles dépressifs ou des troubles bipolaires, à partir de novembre, ils commencent à descendre. C'est-à-dire que si tu n'augmentes pas un peu le traitement en septembre-octobre, ils vont tous descendre à novembre-décembre, jusqu'à février, ils vont être dans tous leurs états. Donc la dépression saisonnière, c'est une évidence. Je me rappelle quand j'étais étudiant, j'étais sur le campus de Nanterre, et la fille qui habitait à côté de moi, c'était une femme qui venait d'Afrique, elle avait une cinquantaine d'années, elle avait quitté l'Afrique pour faire sa thèse à Paris, et elle me dit, mais Vincent, il n'y a pas de soleil dans votre pays. Et elle était dans un état, alors je ne sais pas si c'est une dépression saisonnière, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que de décembre jusqu'à février, elle était dans un état, la pauvre. Ce qui est sûr, et je ne sais pas si elle a développé pour la première fois de sa vie des variations saisonnières, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que le manque de lumière, ça l'a profondément affectée. On pourra dire aussi que c'était parce qu'elle était seule en France, qu'elle n'avait pas ses enfants. Mais en tout cas, j'ai envie de te dire, que ce soit le manque de lumière, que ce soit la dépression saisonnière ou le fait d'être loin de ta famille, dans tous les cas, elle a fait une dépression. Tu peux faire une dépression parce que tu es en burn-out. Tu peux faire une dépression, et là, si les gens ils ont vraiment du temps à perdre, il y a un bouquin extraordinaire d'Ehrenberg qui s'appelle La fatigue de soi ou La fatigue d'être soi. Il a repris toute l'histoire de la dépression sur 100 ou 150 ans. C'est un bouquin qui est magistral, où il explique notamment que, je ne sais pas, au début du XXe siècle, on ne parlait pas de dépression. Parce qu'en fait, la psychiatrie, n'était pas vraiment développée. On avait surtout dans les asiles des gens qui étaient déments, délirants, des clochards, tout ce que tu veux. Après, il y avait l'alcool pendant des années qui maquillait tout, donc on ne comprenait rien. Puis quand on a commencé à installer la psychiatrie, les études statistiques, les médicaments, on a commencé à mieux identifier les maladies. Et il dit quelque chose qui est super intéressant, c'est que depuis 20 ou 30 ans, le statut des gens s'est effondré. C'est qu'il n'y a jamais eu autant de chômage, et il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont été sur un siège éjectable, même en étant diplômés et efficaces. C'est-à-dire que la génération de nos parents et de nos grands-parents, ils restaient 40 ans dans la même boîte, et s'ils perdaient leur travail, une semaine ou un mois après, ils retrouvaient un nouveau travail. Nous, notre génération, elle est surdiplômée, et on n'a pas la certitude d'avoir du travail. Et quand tu te présentes en entretien d'embauche, il y a 50 autres personnes aussi efficaces que toi. Donc, la société, avec le chômage de masse, est devenue tellement insécure que nos cerveaux, ils explosent. Donc, notre génération va faire beaucoup plus de dépression parce que la société nous met en insécurité psychologique. Et donc, voilà pourquoi il y a une explosion de la dépression aussi. Explorer les multipistes. Je viens d'arriver sur le live, je me demandais si c'était courant d'être traité avec 2 antidépresseurs pour la dépression. J'en sais strictement rien parce que je ne suis pas psychiatre, mais non, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. La dépression saisonnière peut-elle être due aussi à des problèmes sensoriels? On perçoit beaucoup de changements de comportement chez certaines personnes. Je ne sais pas ce que c'est que les troubles sensoriels. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu appelles troubles sensoriels? Par exemple, le fait qu'il y ait moins de lumière, on voit chez certains patients. C'est ça, le fait en gros d'avoir typiquement de plus ressentir la lumière ou alors de moins ressentir la lumière, le fait de plus sentir la chaleur, moins sentir la chaleur, le fait de par rapport aux saisons. Je sais qu'il y a des patients qui, pour justement être moins sensibles au manque de lumière, ils achètent les énormes plaques là, tu sais, qui t'envoient de la lumière et ils font ça le matin et le soir, et ils ont l'air de dire que la luminothérapie, que ça leur permet de moins tomber en dépression. Mais moi je peux pas vraiment. Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de parce que justement on sait que ça existe, ou en tout cas on se dit que ça existe, hein, je me mets à la place des gens, on se dit que justement la voisine et tout ça l'a touché, dépression saisonnière, du coup moi aussi forcément je vais être davantage propice à
éventuellement ressentir en fait cette dépression saisonnière. Je sais pas si tu peux t'inventer une dépression parce que la voisine est déprimée. Ça veut dire qu'en fait, quand on en parle, subitement on se dit oh, merde, peut-être que je suis concerné. Est-ce qu'on exagère un coup de blues, je veux bien, mais alors que du coup qu'on s'invente une dépression qui n'existe pas, ça serait quand même étrange. Tu sais, c'est... non, je sais pas. C'est un peu comme si on dit, ah bah tiens, en fait, il y a eu la gale dans mon appartement la semaine dernière, tu commences à te gratter, tu te dis, merde, il y a la gale. Là, tu peux te créer des démangeaisons qui n'existent pas, ça c'est un gros classique. Mais s'inventer une dépression, non. Mais tout comme il y a des gens qui te diront, bah peut-être que voilà, il faut peut-être qu'ils reviennent un peu dans la réalité, la vie est dure, qu'il arrête de se plaindre de son travail. Oui, dans l'absolu. Mais s'il est déprimé par son travail, il peut essayer d'accepter que la vie est dure, ça n'empêche pas qu'il est quand même déprimé. Ouais, c'est ça. Il faudra quand même qu'on lui donne un médicament ou qu'on l'aide en thérapie à relativiser certaines choses. Mais voilà, à nouveau, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe en dépression? Qu'est-ce qui fait... C'est quoi ton parcours depuis 15 ou 20 ans bien avant cette dépression? Et un maximum de questionnaires et d'investigations d'autres pathologies. Dans certains cas, est associé à la dépression l'addiction, par exemple, dans une situation que j'accompagne, l'alcool. Quel levier lever? Quelle approche? Bah, dépression et alcool, ça va beaucoup ensemble. De toute façon, avant, il y avait tellement d'alcool que ça maquillait les troubles dépressifs. Depuis qu'il y a moins de consommation d'alcool, parce qu'il y a plus de prévention sur l'alcool, bah, les gens, on voit les dépressions maintenant arriver. L'alcool, ça marche vachement bien. Donc, quand tu es déprimé, tu bois de l'alcool, ça c'est sûr que tu es moins déprimé, mais donc du coup, tu tombes dans une consommation chronique d'alcool. Mais tout comme les consommations de drogue. Aujourd'hui, l'alcool, ça marche très bien comme pseudo-antidépresseur. Tant qu'il y a de l'alcool, tu ne peux pas débarrasser la dépression, puisque l'alcool, elle te calme sur le moment, mais elle maintient la boucle dépressive. Voilà. Donc, tant qu'il y a une consommation d'alcool, la personne ne peut pas sortir de la dépression. Mais en même temps, ça fait des décennies qu'on essaye de faire des sevrages d'alcool ou des sevrages de drogue chez certains patients. Ils font des cures, des post-cures, et 6 mois après, ils repartent à nouveau dans la drogue. Pourquoi? Parce que quand tu leur retires l'alcool, les émotions, elles montent d'un seul coup, et ces gens-là, ils ne sont pas armés. Donc, ils vont revenir dans la drogue. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont obligés de s'auto-médicamenter grâce à la drogue et l'alcool. Mais là, ce qui est très intéressant aussi, on va dire à nouveau que je fais une fixette là-dessus, c'est d'investiguer les troubles bipolaires. Parce que la majorité des études mondiales, notamment l'étude de Swan, je crois que c'est 2010, il a quand même pris sur des dizaines de milliers de patients tous les types de drogues, sauf cannabis et héroïne. Toutes les drogues quasiment sont connectées à un trouble bipolaire ou un trouble de l'humeur. Ça veut dire qu'il vaut mieux soigner le trouble de l'humeur pour que la personne se sente bien et que d'elle-même elle arrête la consommation d'alcool, de cocaïne ou de drogue. Mais retirer l'alcool ou la drogue et que la personne elle a un trouble de l'humeur qui n'est pas stabilisé, on lui retire sa seule béquille. Donc addiction et dépression, ça va ensemble. Après de la poule ou l'œuf, moi j'ai tendance à dire que arrêter l'alcool pour que la personne soit moins déprimée, c'est un peu une évidence. Mais je préfère à la limite qu'on soigne le trouble de l'humeur pour que la personne n'ait plus besoin d'utiliser l'alcool. Après, je ne suis pas spécialisé des addictions, c'est pas mon travail. Si tu veux, tu peux faire coucou en attendant. Ah, mais j'aime bien faire des coucous. Hop. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur la dépression? Ce qui est important aussi, c'est en fait, il ne faut pas être dogmatique. C'est qu'il y a des gens qui vont dire, ah bah, tout est biologique dans le cerveau, ou tout est traumatisme, ou tout est la société qui nous opprime. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'en fait, il y a aucun modèle théorique qui peut expliquer tous les gens qui vont débarquer dans ton bureau. J'ai, comme tu le sais, sorti un bouquin extraordinaire sur les automutilations. Pourquoi on a sorti ce bouquin avec 2 amis? Sur ce bouquin, il y a moi en tant que personne qui s'occupe des troubles de l'humeur, il y a une copine, Marianne Kedia, qui est spécialiste du traumatisme sexuel, et Baptiste Brossard, qui est un sociologue. Qu'est-ce que vient foutre un sociologue sur un bouquin de psychiatrie? Mais c'est avéré qu'à l'époque, Baptiste Brossard avait sorti un bouquin sur les automutilations et qu'il avait écrit l'un des meilleurs bouquins sur les automutilations. Parce qu'il arrive en tant que sociologue, il interviewe des gens, il n'a aucune grille de lecture, il n'interprète rien, il n'a aucune théorie, il observe, il donne les données brutes et il se rend compte en fait, qu'il y a de multiples raisons de rentrer dans les automutilations. Et moi je lis ça, je lis d'autres bouquins, je me dis mais en fait il y a des gens qui ont écrit des bouquins qui ont décrété que c'est forcément ça. Mais non, c'est pas forcément ça. C'est qu'en fait il y a 7 ou 8 modèles théoriques, il y a 7 ou 8 façons de rentrer dans les automutilations. Mais c'est pareil pour la dépression. Il y a 1000 portes d'entrée dans la dépression. Donc si quelqu'un dit la dépression c'est toujours traumatique, ou la dépression c'est forcément l'homme qui est opprimé par le capitalisme, ou la dépression c'est forcément qu'on a été carencé par une maman qui était froide et un père qui était absent. Niette. Parce que quelqu'un qui te dégaine une hypothèse comme ça d'entrée de jeu et qui n'a pas investigué ni la thyroïde, ni les troubles bipolaires, ni tout ce que tu veux, et qui t'a même pas demandé si tu avais fait d'autres dépressions avant,
bah, pour moi, c'est de la foutaise. Et on est quand même aujourd'hui des psychologues, des neuropsychologues et des psychiatres modernes. On peut quand même arrêter de balancer des hypothèses comme ça si c'était une évidence. Y a-t-il un lien entre un trouble du comportement alimentaire et dépression? Alors il y a un lien, mais ce lien qui est une évidence, c'est pas forcément la causalité unique. Beaucoup de personnes faisant de la dépression vont, quand tu es déprimé, de toute façon, il y en a plein qui vont moins manger. Donc ils vont faire ce qu'on appelle une anorexie, mais c'est pas une vraie anorexie. Ils font pas ça pour perdre du poids ou parce qu'ils ont l'impression que leur corps est déformé par la nourriture. Ils n'ont pas d'appétit. Donc l'absence d'appétit parce qu'on est déprimé, c'est pas le refus de manger parce qu'on a peur de prendre du poids. Tu peux aussi faire de la boulimie, c'est que tu es tellement déprimé que tu vas manger pour apaiser la souffrance. Ça, c'est de la boulimie pour calmer l'émotion dépressive. Mais d'autre côté, les troubles alimentaires, c'est quand même une classification à part. Et les troubles alimentaires, il y a 1000 raisons aussi de rentrer dans les troubles alimentaires. Ce qu'on appelle aujourd'hui la dysrégulation émotionnelle, l'absence de régulation des émotions, ce sont des gens qui sont incapables de gérer les émotions. Et quand tu ne sais pas gérer tes émotions, tu te débrouilles avec les moyens du bord. Anorexie, boulimie, trichotillomanie, automutilation, prise de drogue. Parce que ça va te permettre de calmer tes émotions. Et ça, c'est un modèle général, la dysrégulation émotionnelle, qui peut expliquer notamment pourquoi tu peux développer subitement de l'anorexie ou de la boulimie. Mais tu as aussi des adolescentes qui, sous hormones, vont prendre subitement du poids, elles vont se trouver horribles et elles vont commencer à rentrer dans l'anorexie parce qu'elles subissent des critiques des autres gamines au collège. Tu as aussi des gamines, par exemple, qui, je sais pas, ont un problème endocrinien, enfin j'en sais rien, mais pareil, le trouble alimentaire, il n'y a pas un seul modèle théorique du trouble alimentaire. Donc dire que tu as un trouble alimentaire parce que tu es déprimé, c'est trop facile. Ça peut se trouver, c'est un gros classique, mais pour moi, les troubles alimentaires ne s'expliquent pas comme conséquence obligatoire d'une dépression. Ce serait beaucoup trop simple. De toute façon, la psychiatrie, j'ai envie de te dire, si on veut vraiment être honnête, il n'y a aucun modèle théorique qui tient la route. Ils sont tous pertinents. Ils sont tous pertinents, les modèles théoriques, mais il n'y en a pas un qui est plus pertinent que l'autre. Parce que chacun d'entre nous est différent, que chacun d'entre nous on a un parcours différent, donc forcément on peut pas appliquer comme ça bêtement en fait une théorie à une personne. Et du coup donc toi ce que tu soulignes c'est finalement l'importance de traiter ce qui amène à la dépression ou éventuellement par exemple à un trouble du comportement alimentaire et pas forcément chercher directement en fait à traiter. Et pourquoi ça stagne? Oui. Et pourquoi ça stagne? Parce que finalement en fait ce trouble du comportement alimentaire et si on s'appuie en tout cas sur la personne, c'est ce qu'elle a trouvé comme solution pour gérer, tant bien que mal, en fait, une émotion qui aurait été difficile à gérer. Tu sais, par exemple, il y a un truc qui est tout bête, il y a une étude qui a été menée aux États-Unis il y a très longtemps. C'est aux États-Unis, quand tu es une femme et que tu fais partie d'une minorité ethnique, déjà d'office, tu es dans la merde. Parce qu'en fait, il y a tout qui concourt contre toi. Tu es une femme, tu auras des salaires plus bas, tu fais partie d'une ethnie qui n'est pas l'ethnie blanche chrétienne aux États-Unis, tu cumules les facteurs sociaux de problèmes. Plus de difficultés à avoir le permis de conduire, à pouvoir te déplacer, à trouver un travail, tu gères tes enfants, ton mari il est en tôle, tu vas cumuler les emmerdes. Ces femmes, elles ont plus de dépression, plus de tentatives de suicide, plus de troubles alimentaires et plus d'automutilation. On va dire quoi? Qu'elles ont plus de diagnostics psychiatriques? Officiellement, elles ont plus de diagnostics psychiatriques. Ouais. Sauf que qu'est-ce qui provoque ce diagnostic psychiatrique? Et c'est là où je renvoyais au bouquin d'Ehrenberg tout à l'heure, La fatigue de soi ou la fatigue d'être soi. C'est que tu es dans un environnement qui va faire que ton cerveau il va imploser. Parce que ta famille, elle est dysfonctionnelle, tu n'as pas d'argent, et tu te retrouves, moi je regarde de temps en temps, alors je conseille tout le monde de regarder RuPaul sur Netflix, tu te retrouves dans un truc où par exemple, tu connais RuPaul? Ouais, je connais. Mais c'est vachement bien RuPaul, on va perdre du temps à expliquer aux gens, mais tu sais, je m'étais promis dans le Neurolife d'aujourd'hui de dire aux gens d'aller voir RuPaul Drag Race sur Netflix, parce qu'en fait RuPaul, qui est un drag queen américain qui est super connu, il fait une émission de drag queen. C'est vrai, tu m'as pas dit? Ouais, je pourrais te montrer en fait. J'ai raté, t'as pris une photo avec lui, c'est ça? Mais j'ai un ami qui s'est pris en selfie avec lui. Ah, c'est vrai? Ouais. En fait, RuPaul, perdons du temps sur ça parce que c'est intéressant. Les gens vont comprendre pourquoi je parle de ça. RuPaul, c'est un drag queen qui est drag queen donc. Le mec, il est noir, homosexuel et juif. C'est-à-dire, en fait, il cumule pour un Américain. Et il décide dans les années 80-90 de devenir drag queen. Et ça fait depuis 25 ans qu'il est drag queen. Le mec, il est multimillionnaire. Et il a fondé ce qu'on appelle une compétition de drag queen, où tous les ans, il a 10 ou 15 drag queens qui, pendant 10 ou 15 émissions, vont faire des challenges pour élire la plus grande drag queen américaine de l'année. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est une émission de télé-réalité. Mais là où c'est beau, c'est qu'ils vont prendre le temps de regarder les parcours de ces personnes. Alors on est aux États-Unis, mais tu vois par exemple le mec,
qui est musulman, il arrive aux États-Unis. Aux États-Unis, il est considéré comme un musulman, donc c'est un peu chaud pour lui. Mais s'il retourne dans un pays musulman, on lui dit tu sors de l'aéroport, on t'égorge. Ok, bon, c'est un petit peu compliqué. Après, tu as l'autre qui dit bah voilà, en fait, moi j'essaie de survivre comme je peux, parce que comme je suis séropositif et j'ai pas la sécurité sociale, bah je peux très bien crever dans 6 mois. Et puis du coup, comme je veux pas faire peur à ma mère, parce que depuis que mon père est décédé d'un cancer, parce qu'ils n'ont pas la sécurité sociale, bah je me dis si ma mère est au courant que je suis séropositif, la pauvre elle va être dans un état catastrophique. Je veux pas entraîner ça. Et RuPaul, ce qui est intéressant, c'est qu'il te montre que quand tu fais partie d'une minorité ou une catégorie socio-professionnelle basse, tu auras tous les emmerdes de l'univers, notamment la dépression, notamment les tentatives de suicide. Donc il faut qu'on prenne ça en compte, c'est que le contexte social, il peut provoquer de la dépression. Tu as des gens, moi j'ai déjà dit à une patiente comme ça, j'ai dit vous êtes solide, j'ai dit très honnêtement, je ne sais pas comment vous faites pour ne pas être encore morte. Je ne sais pas comment vous faites pour ne jamais vous être suicidé. Elle a eu tous les emmerdes de l'univers, cette patiente. Tu te dis, mais elle a quand même, c'est une force de la nature, parce que tout s'est retourné contre elle. Donc, oui, on peut dire qu'elle a un trouble de l'humeur, on peut dire qu'elle est bipolaire, on peut dire qu'elle a un problème de thyroïde, mais le contexte est dépressogène. Le contexte est dépressogène chez certaines personnes. Ça, faut pas qu'on se cache non plus. Hein. Ça, regardez puis, RuPaul. Ça, et puis le fait que, du coup, donc une personne qui développe une dépression, en fait, aura forte tendance, en fait, à de nouveau, en fait, éventuellement, développer une dépression. Une personne qui a fait de la dépression est à très grand risque d'en refaire une, parce que souvent elle commence à installer des ruminations, et les ruminations vont provoquer la prochaine dépression, ou parce que tu t'es isolé de tes habits, donc comme tu les fréquentes moins, tu as moins de soutien social, et le soutien social c'est une certitude que ça protège de la dépression, donc tu vas mettre en place plein de comportements qui vont se retourner contre toi. Alors, y a-t-il une différence entre dépression chez les hommes et chez les femmes, et si oui, un traitement différent à prescrire? Alors déjà, les hommes consultent beaucoup moins que les femmes. Les femmes sont sérieuses, les femmes elles prennent soin de leur santé. Une femme quand elle est déprimée, elle ira beaucoup plus facilement chez le médecin que l'homme. L'homme généralement il se la pète un petit peu, il roule un peu des mécaniques et tant qu'il n'est pas embêté au niveau professionnel, l'homme ne consulte pas. Ah, bien sûr, ouais. Et quand il commence à avoir des problèmes professionnels, là généralement il arrive à coup de pied dans les fesses avec sa femme derrière, mais l'homme ne consulte pas. La femme elle a plutôt une dépression avec la dominance dépressive. L'homme, il a plutôt la dépression avec la dominance agressive, irritable. Il est plutôt, je mets les gens à distance et je suis agressif, irritable. Donc, ce n'est pas le même mode d'entrée dans la dépression. La dépression telle qu'on la connaît, c'est plutôt un profil féminin. Dans les classifications, Oui. voilà, on voit la dépression féminine. Les hommes, ils ont plutôt la porte d'entrée agressive. Et est-ce qu'il y a un traitement différent à prescrire ? Pas forcément, mais après, il y a des questions de tempérament. Et le tempérament, c'est encore un autre truc dans lequel on ne rentrera pas parce que c'est abyssal de difficulté. Mais moi, je ne dirais pas quelque chose de différent à prescrire au niveau du médicament. Par contre, la thérapie sera un peu différente. C'est qu'une une femme, on va lui dire, voilà, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous devez faire un deuil? Est-ce que vous pouvez revoir vos habits? L'homme, on va être obligé de parler de la performance, de l'entreprise, de la masculinité. Et forcément, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est quoi le truc qui apparaît là? Du quoi? Ça ici là? Ouais, Ça c'est quelqu'un qui vient de m'écrire à côté. Ah, ils t'écrivent des trucs, les gens? Non mais ça c'est un message privé en fait. Ah, d'accord. C'est un ami. Oh, tu reçois des messages privés Ouais. pendant Là, des tu peux horaires. tu peux dire coucou Aurélien. Aurélien? Aurélien. Coucou Aurélien. Voilà. Donc, Notre système d'oppression, donc notre système d'oppression de notre société amène des dépressions. Il semblerait. nous ne sommes pas dans un... Enfin, pas de politique peu, dans le Neurolive. ouais. Est-ce qu'on peut dire que la France est un système d'oppression? Il y a des gens qui te diront oui, mais on n'est pas non plus au Chili Non, ou que ouais. ce soit. Moi, simplement, ce que je dis, On c'est adore le que Chili. c'est l'insécurité de notre société. Que tu aies un gouvernement qui soit bon ou pas bon, là aujourd'hui en France, chez nous, c'est pas ça le problème. Mais l'insécurité professionnelle, le fait que tu peux te faire éjecter demain de ton travail, que tu peux te retrouver avec la banque au cul, que tu peux te retrouver dans la rue demain, oui, ça provoque qu'il y a une explosion des dépressions parce que la sécurité, savoir que dans 10 ans, tu auras encore un toit au-dessus de ta tête, ça sécurisait les gens. Oui, Aujourd'hui, la famille, elle éclate, le travail éclate, tout est devenu insécure. Tout éclate. Et quand tout est insécurisant, qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau, il est en hypervigilance et il explose beaucoup plus rapidement. Et il y a Fadois qui va devenir donc ta meilleure amie. Et bien Fadois, elle a raison. Et je suis sûr que Fadois peut me confirmer que quand elle a regardé RuPaul, elle s'est rendue compte qu'on a quand même du bol en France d'avoir la sécurité sociale. Qu'on a quand même du bol en France c'est sûr. de ne pas avoir un président, quoi qu'on en pense, qui dise par exemple que les transsexuels sont la honte de l'armée américaine. Ou qu'on va arrêter de rembourser la trithérapie pour les séropositifs. Et c'est une belle émission de de la télé-réalité, mais pour moi c'est une magnifique plongée
dans ce que c'est que la réalité de certaines personnes. Mais Ouais. tout comme sur Netflix, il y a un super documentaire sur les migrants qui arrivent aux États-Unis Ok. et qui sont reçus par le juge qui leur dit voilà, bienvenue aux États-Unis et compagnie, avec Trump et tout. Et tu te dis, mais les gens, ils sont dans une merde noire. Ils sont dans une merde noire parce que quoi qu'ils fassent, on fera tout pour leur fermer les portes. On fera tout. Mais tout comme tu le vois, nous, on n'est pas embêtés par ça. Mais de temps en temps, moi je suis un libéral, donc je ne reçois pas des populations qui ont des problèmes économiques et financiers. J'ai du bol, je travaille dans le 8e. Mais quand tu travailles en CMP ou tu travailles dans certains trucs comme les hôpitaux et compagnie, tu vois des gens qui te disent, ne serait-ce que pour avoir un papier, mais c'est l'enfer. Et ils te ramènent le papier, tu le lis, même toi tu dis je comprends rien. Je sais pas si tu as déjà vu un dossier MDPH. Franchement, il faut se lever de bonne heure. Le truc il fait 40 pages. Déjà, il faut arriver à le trouver. Hein. Ouais. Franchement, il faut arriver à le trouver. Tu tapes MDPH dans Google, tu passes 2 heures pour trouver le lien de téléchargement du dossier MDPH. Et après, comme avait dit une patiente, j'ai passé au moins 1 heure, je ne sais pas où est-ce que je suis censé l'envoyer. Ben, vous êtes censé l'envoyer à la MDPH de votre ville. Alors après, tu cherches MDPH de la ville et tu te tapes des pages et des pages où tu te rends compte enfin, au bout de 3 heures, qu'il y a une toute petite case en bas à gauche où il y a marqué cliquez sur le lien. Tu dis, mais en fait, et la personne qui parle limite pas le français, mais en fait, c'est impossible d'avoir un truc, quoi. Comment faire la différence entre une dépression liée au TDAH et une dépression liée à un trouble bipolaire chez l'enfant? Ça, c'est une bonne question. Ça. Merci Laetitia. Bonjour Laetitia. Je connais Laetitia. C'est connu, d'accord. Alors en fait, Laetitia, comment je peux vous répondre? Je sais dans un coin de votre tête que vous adoreriez que Kaline, qui est ma collègue, réponde à cette question. On va essayer tous les deux de répondre à cette question. Le TDAH et le trouble bipolaire de l'enfant se ressemblent beaucoup. Franchement, ils se ressemblent beaucoup. Et toi, tu m'envoies souvent des patients, tu me dis, ah tiens, il m'envoie des WhatsApp comme ça, il me dit, ah Vincent, salut, tout, passez une bonne journée, comment va ton chat? Je viens de recevoir un gamin, ça pue, ça fait pas très TDAH, est-ce que tu peux le recevoir? Et on le fait passer les échelles de bipolarité juvénile, et le gamin, il est bel et bien dans une entrée de trouble bipolaire. Mais moi, de temps en temps, je vois des gamins, je dis, ah Gabriel Raffi, comment tu vas? Comment va ton chat? Il y a un gamin que je viens de voir, il me dit il y a quand même des petits trucs que je trouve étranges, est-ce que tu peux le recevoir pour tes batteries de test parce que j'ai l'impression qu'il y a un TDAH. Mais la différence entre les deux, il faudra qu'on fasse un neurolive spécifique sur ça, Laetitia, ouais. parce que c'est une thématique qui est tellement importante que j'ai pas envie qu'elle soit torchée en 5 minutes. Parce que déjà, j'ai pas les tableaux en tête. Laetitia connaît En Touche, il avait fait un tableau avec TDAH et bipolarité, il y a une dizaine ou une quinzaine de critères, je ne les ai pas en tête. Donc, j'ai pas envie de massacrer le truc, surtout que Laetitia, elle gère une association de parents d'enfants bipolaires. Donc, avec le plus grand des respects, on ne répondra pas en 2 secondes à ça. Ça mérite un vrai neurolive bien sérieux. Ouais. Donc, mais en tout cas, il y a des critères différents. Il y en a qui se chevauchent et qui portent à confusion, mais il y a des trucs qui sont réellement différents. C'est que le bipolaire, il est instable, alors que le TDAH, c'est un comportement qui est continu. C'est qu'on voit bien chez l'enfant bipolaire qu'il y a une alternance de l'humeur, alors que chez le TDAH, il peut y avoir un trouble de l'humeur, mais on voit que c'est relativement continu aussi. Et il y a plein d'autres critères. C'est que si je ne me trompe pas, l'enfant TDAH, il va bien répondre à la Ritaline, alors que l'enfant bipolaire, il va exploser sous Ritaline. Mais tout comme l'enfant bipolaire, un antidépresseur, il va monter au plafond. Donc il y a plein de petits trucs comme ça, mais il faudra qu'on rentre un peu plus dans le détail parce que j'ai pas envie de massacrer une thématique aussi importante. Je suis d'accord. Du coup, Fatwa qui parle par rapport à RuPaul. Je confirme, j'adore et ça me confortait car je me dis il y a pire dans la vie et ce sont des belles personnes, j'oublie mes problèmes, mon burn-out parental. Alors ça, merci de le dire Fadwa parce que je voulais en parler hier. On fait des neurolives pour les parents d'enfants qui ont des maladies. Et on fait une fixette sur la personne qui est malade. Et je me rappelle, il y a 10 ans, j'avais fait une conférence pour l'AFTOC, l'association des personnes qui souffrent de TOC, et je parlais des gens qui ont des TOC, des gens qui ont des TOC, des gens qui ont des TOC, qui sont malades, il faut les comprendre. Et maintenant, il y a une maman qui lève la main, qui dit « Mais vous nous faites chier à toujours parler des gens qui sont malades, parce que nous, les familles, on gère les gens malades à bout de bras pendant des années, et on parle jamais de nous, la famille. Mais la famille, elle est présente, elle assiste, elle soutient, elle éponge la merde. Et les familles, au bout d'un moment, mais ils sont usés. Ils font des dépressions. Quand tu as un enfant autiste, tu as un enfant qui a des TOC, tu as un enfant qui est tétraplégique, tout ce que tu veux, il y a un moment, tu es usé par les papiers, tu es usé par les crises de colère. Donc, oui, le burn-out parental, et heureusement qu'elle le dit parce que je l'avais prévu, je l'ai complètement zappé, tu peux faire une dépression parce que tu es usé par ton quotidien, par les cris de l'enfant, par le fait qu'il y a de la violence, par le fait que tu as 10 000 papiers à remplir pour l'éducation nationale, pour le fait que, comme disait une maman, je me vais 10 minutes en me disant ma fille va peut-être se défenestrer dans 10 minutes.
où elle revient, la gamine, elle s'est lacéré le bras, elle pisse le sang, tu es dans un état, mais en fait, tu as tout ton corps qui est t'es en train de digérer ton propre estomac au bout d'un moment. Et tu vois, les parents, ils ont pris 10 ans dans la gueule, ils ont des cheveux blancs. Donc oui, et ça c'est hyper important, il faut que les parents qui nous écoutent se prennent en charge pour eux-mêmes. Vous avez un enfant qui est malade, vous avez un proche qui est malade, mais prenez-vous en charge. Parce que vous allez à terme vous faire un burn-out. Et voilà, vous avez raison, Cynthia, ce sont les aidants. Les aidants, s'ils s'effondrent, la personne qui est derrière s'effondrera aussi. Parce que vous êtes le dernier rempart avant l'effondrement de la personne qui est déjà malade. Vous avez besoin de vous faire prendre en charge aussi. Et dire, voilà, j'ai un enfant qui est autiste, j'ai un enfant qui est Asperger, j'ai un enfant qui est TDAH, j'ai l'impression que je fais un début de dépression, bah, ce n'est pas normal que ces gens-là ne soient pas pris au sérieux. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire une dépression. Malheureusement, même en fait, ça arrive, même j'ai l'impression assez souvent, où finalement, en fait, l'aidant, c'est un peu logique. Il a tellement en fait son état qui s'aggrave et se dégrade comme ça rapidement qu'en fait, il finit par être même pire, enfin dans une situation même pire que le malade ou en tout cas la personne qui présente un trouble lui-même. Et même, bah, par exemple, pour les personnes âgées, va décéder par exemple plus tôt que la personne qui était vraiment malade. Donc ouais, effectivement, les aidants, alors que ce soit du coup les parents, un compagnon, compagne, qui que ce soit, mais en tout cas, effectivement, ce serait intéressant d'ailleurs de faire un neurolive sur les aidants. Bah, on pourrait faire moi je le ferai pas parce que c'est pas vraiment mon expertise, mais faire un neurolive sur la souffrance des aidants. Tu sais, c'est important aussi. Hein. Je me rappelle d'une émission de Delarue. J'ai une copine psychologue, neuropsychologue, qui avait été invitée par Delarue sur l'autisme. Et elle avait dit cette phrase extraordinaire. Elle a dit, quand on a un enfant autiste, mais qui a un très gros autisme, on a forcément cette pensée qui traverse un jour notre tête. J'aurais préféré qu'il ne naisse pas, ou je préférais qu'il meure. Et je me rappelle un jour de cette maman, elle a fait 2 gosses, les 2 gosses sont autistes, mais des très très gros autismes. Elle fait une dépression, la mère. Et je lui pose cette question, je dis, qu'est-ce qui fait que vous êtes déprimée? Elle me dit, bah la vie est compliquée, puis je peux pas travailler, et compagnie. Je dis, mais est-ce que il y a une partie de votre dépression qui est due au fait aussi que quand vous marchez dans la rue, vous dites qu'il suffirait de lâcher la main du gamin pour qu'il passe sous un camion et que vous soyez libéré? Elle me ouvre des grands yeux et me dit, mais c'est une évidence que je pense ça tous les jours. Et je m'en veux à mort d'oser avoir cette pensée. J'ai mis toutes les mamans qui ont des enfants extrêmement malades ont cette pensée coupable que si elles lâchaient la main, elles seraient libérées. Mais il faut faire un neurolive sur la souffrance des aidants. Parce que je pense qu'il y a plein de pensées tabous comme ça qu'il va falloir mettre un peu en lumière parce qu'ils sont dans une souffrance abyssale. Abyssale. Les aidants sont dans une souffrance abyssale. Ah, les aidants sont dans la merde. Pas mal de thématiques. Les aidants sont dans la merde, ça c'est une certitude. Bah, il faut les accompagner en fait. Il faut les accompagner. Mais on n'a pas le temps en tant que psy de les accompagner. C'est ça qui est problématique, c'est qu'on est tellement débordé par les gens malades que si on devait aussi libérer dans notre planning, toi tu le fais parce que toi j'ai des échos comme quoi tu le fais. Moi je le fais pas assez et je me le reproche assez. Je n'accompagne pas assez les parents. Pourtant. Mais c'est parce que tu es extrêmement sollicité, c'est pour ça. Non mais c'est pas que ça. C'est pas que ça aussi. C'est que souvent. Toi, tu vises la thérapie, tu vises la personne malade et tu laisses un peu souvent la famille dans la salle d'attente. Ceci dit, pour les TOC, j'ai toujours pris cette habitude que le gamin qui a des TOC, les parents sont toujours dans le bureau avec moi. C'est rarissime que les parents sont dans la salle d'attente, ils sont toujours dans le bureau avec moi. Mais c'est vrai que souvent, quand tu as un adolescent ou une personne qui a 25 ans qui est en dépression, bah dans 99% des cas, j'oublie complètement de convoquer la famille. Et c'est vrai que c'est une erreur grave, parce que la famille est en recherche d'informations, et puis il y a peut-être 2-3 petits trucs qu'on pourrait mettre en place qui faciliteraient la vie de la famille. Mais en même temps, derrière, est-ce que la personne de 25 ans a envie que la famille soit là? C'est toujours très compliqué à organiser. C'est sûr qu'à partir du moment où c'est un patient adulte, bon déjà, en fait, moi je rappelle à chaque fois, alors entre 18 et 25 ans, on va dire, je rappelle à la personne que, bon, vu son âge, c'est à lui un peu de choisir si oui ou non il a envie que je communique avec ses parents. S'il me dit oui, ça va, il n'y a pas de problème, ok. Du coup, à ce moment-là, en fait, je le prends exactement comme un adolescent. Parce que pour moi, quelqu'un qui a 22 ans, c'est comme si c'était un grand adolescent. Donc après, à ce moment-là, j'échange avec les parents. Mais effectivement, du coup, je reçois toujours aussi quand même... j'accorde en tout cas un temps juste avec les parents, sans forcément du coup l'enfant, qu'il ait 8 ans ou qu'il en ait 25. Parce qu'effectivement, bah, c'est les parents en fait qui l'ont porté jusqu'à maintenant et qui doivent faire encore au quotidien avec lui. Mais... on fera un neurolive sur comment accompagner la souffrance des aidants. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il n'y a pas d'autres questions. Et les gens, coucou. Il y a même eu un article qui comparait un aidant à une personne qui vit des traumas. Bah, c'est un fait. Hein. Quand vous avez votre gamin qui se taille à la lame de rasoir plusieurs fois dans la semaine ou que vous le retrouvez les 2 pieds sur la fenêtre pour se balancer par la fenêtre, c'est traumatisant. C'est objectivement traumatisant.
Mais tout comme là je me rappelle d'une jeune fille qu'on avait bien stabilisée, sa grand-mère, qui est comme elle le dit tout pour elle, commence à développer un Alzheimer. Elle arrive chez sa grand-mère hurle à la mort, vous êtes qui, qu'est-ce que vous faites dans mon appartement? La patiente, elle revient me voir 2 jours après en larmes, ma grand-mère ne me reconnaît pas. Et c'est une profonde souffrance d'avoir quelqu'un qui ne se rappelle même pas qui tu es. Et qui te regarde comme ça en disant vous êtes qui, qu'est-ce que vous faites chez moi, et qui hurle, qui tape contre le mur, qui appelle la police pour te foutre dehors. Donc oui, il y a un côté très traumatique dans le fait d'être aidant. Ah oui. La deuxième chose, c'est la crainte de l'IP. C'est quoi l'IP? L'information préoccupante. Hein? C'est quoi ce truc? Bah, je pense que c'est si... Alors du coup, Sylvie, c'est quoi? C'est lorsque... C'est quoi? C'est quand on reproche en fait à l'aidant de mal agir? Attends, on ne parle pas de là. On ne parle pas non plus de la culpabilité d'avoir mis au monde. Pareil, tout à fait. Je vous encourage vivement à faire cette émission sur la souffrance des aidants. Tout à fait raison, Sylvie. Donc l'IP, qu'est-ce que c'est que l'IP? Donc en gros, en fait, quand on fasse une information préoccupante, IP as. l'ASE. Mais c'est quoi une information préoccupante? Bah, par exemple, ça peut arriver, malheureusement, en fait, il y a beaucoup d'écoles qui vont faire une information préoccupante où je comprends pas pourquoi en fait un signalement en disant que c'est un enfant, là du coup on revient en fait sur le cas de l'enfant, c'est un enfant qui est maltraité ou en tout cas qui ne bénéficie pas en tout cas par exemple d'une tu as peur en tant que parent ouais, que tu te retrouves au tribunal. Exactement. Parce que mais oui, j'ai des parents qui ont été condamnés en justice comme ça parce que la gamine il y avait eu un signalement, ils ont été suivis pendant 2 ans par un éducateur. Il y a des trucs de malade. Hein. Là, tout à l'heure, il y a un papa en fait qui disait comme quoi, donc c'était l'école qui avait fait donc une information préoccupante et ça allait super loin parce qu'après du coup les parents en fait ont porté plainte contre l'école. Le juge enfin on va dire l'avocat de l'école a caché les justificatifs comme quoi en fait les parents faisaient bien suivre l'enfant par une psychomate et tout, donc enfin, ça va comme super loin hein, ces histoires-là. Enfin ça peut rentrer on va dire dans des situations extrêmement compliquées alors que finalement en fait c'est juste des parents en fait qui font correctement ce qu'ils ont à faire. L'IP c'est quand on juge de la qualité de l'éducation. Mais ouais, mais c'est là il faut donner le bénéfice du doute aux parents. Ouais, mais ils ne le donnent pas. En fait, l'école, on va dire, ne donne pas forcément. Alors, c'est pas pour cracher sur l'école. Hein, mais non, parce qu'ils font leur travail, et puis l'infirmière scolaire est là pour protéger l'enfant, et puis les enseignants, ils font ce qu'ils peuvent. Mais il faut donner le bénéfice du doute aux parents. Alors, malheureusement, on va dire qu'en tout cas, moi, les retours que j'ai, que ce soit de l'ASE, que ce soit de l'infirmière scolaire, que ce soit de la psy scolaire, que ce soit des écoles, c'est rarement positif. Mais ils sont habitués à avoir des cas maltraitants. Moi, j'ai une copine, elle est instite. Elle me dit qu'elle voit toute la journée des enfants qui sont objectivement maltraités par les parents. Donc elle, dans son cerveau de prof, les parents sont fondamentalement maltraitants quand un enfant va pas bien. Nous, dans notre optique de psy, on se dit les parents souvent subissent la maladie de l'enfant et sont étiquetés maltraitants alors qu'ils ne le sont pas. Non. Qui a raison? Tout le monde a raison. Simplement qu'il faut se garder, et c'est un exercice difficile, de tabler tout de suite sur le fait qu'on a raison et que les autres ont tort, quoi. C'est compliqué, bien sûr c'est compliqué. Je me rappelle d'une maman comme ça qui avait été balancée au tribunal par la voisine. C'est que son gamin étant suicidaire, elle fermait les volets de la chambre. La voisine a trouvé ça étrange que la fenêtre du gamin soit toujours fermée. Elle a appelé les flics, tribunal, séquestration de l'enfant. Il a fallu qu'on fasse des attestations disant que l'enfant était suicidaire. Mais la mère, ça l'a poursuivi. Parce qu'après, tu te tapes un éducateur qui vient tous les semaines, etc. Et ça dure un an ce bins. Ouais, mais ça c'est horrible. Enfin, du coup, à vivre en fait pour les parents, c'est juste... Et du coup, effectivement, ça empêche les parents de dire leur souffrance. Non, mais c'est vrai, mais c'est tabou, hein, c'est compliqué en France aussi. Hein, parce que je sais pas, tout est sous couvert du secret professionnel, sous couvert de... Bah, en fait, finalement, en fait, les choses ne se disent pas. Et du coup, comme en fait, il n'y a pas de communication, bah, on suspecte. On suspecte constamment en fait, l'autre. Donc c'est terrible. Mais bon. En tout cas, je pense, en tout cas, en tant que parent, bah, finalement, on perd moins en communiquant. Mieux vaut quand même en fait maintenir la communication. Quand bien même la personne en face ait du mal à comprendre, parce que du coup, comme tu le disais, bah, en fait, il a un autre point de vue et pour lui, il ne voit pas forcément les choses de la même façon. En tant que parent, mieux vaut quand même en fait se couvrir en fait en échangeant, en communiquant,
qu'en disant rien du tout. Parce que sinon, quoi qu'il en soit, en tout cas, ça amène à ce qu'on vous suspecte. On imagine après la culpabilité des enfants de voir leurs parents souffrir. Ouais. Oui, c'est vrai, parce que les enfants, pareil, ils l'ont pas choisi, ça. Hein. Et puis, de toute façon, c'est des enfants qui sont aussi en souffrance. On revient sur cette thématique de dépression. Hein, donc, on fait notre conclusion. Ouais, alors attends, viens, on prend un peu de... Voilà, comme ça. Et donc là, maintenant, c'est bon, on est prêt pour la conclusion. Si ça tient chaud, ces trucs-là, parce que c'est du synthétique. Mais tu peux pas les retirer là, on est à quelques minutes de la fin. Je les ai achetés chez Truffaut. Merde, ça tient hyper chaud. Truffaut? Et j'essaie de le mettre sur la tête de mon chat qui m'a lacéré. Mon chat, tu sais, alors j'ai une problématique des dents, c'est que mon chat m'a lacéré le bras parce qu'il a refusé que je lui mette ça sur la tête. Bref, un peu d'humour dans cette thématique sérieuse. On résume, une dépression, c'est un état qui est la conséquence de 1000 portes d'entrée. Donc cette porte d'entrée, le pourquoi on est tombé en dépression, ça demande d'être investigué lentement et sérieusement. Pas qu'on balance, vous êtes déprimé, boum, médicament, basta. On prend son temps. On prend toujours le temps de reprendre toutes les informations des années précédentes. Parce qu'une dépression qui arrive d'un seul coup, c'est la première, c'est la troisième, c'est suite à un avortement, il y a un problème de thyroïde, il y a déjà eu des phases bipolaires, il y a eu des automutilations à l'âge de 15 ans. C'est toujours dans un contexte qu'il faut le reprendre. Et le dernier point, il faut remplir des questionnaires, il faut remplir des échelles, il faut investiguer d'autres diagnostics. Parce que tant qu'on ne les a pas invalidés, un diagnostic qui n'a pas été invalidé, c'est un diagnostic qui reste en suspens. Donc il ne faut pas hésiter.